Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous à la maison en compagnie de la télévision panafricaine. Pour ce troisième numéro de l'émission Sur le champ, nous irons à la découverte d'une ferme agricole très moderne. Située à 15 km de la ville de Bamako, cette ferme de 4 hectares est l'œuvre du docteur Aboulaye Niang et fils. À présent, allons-y à la découverte des technologies au service de l'agriculture. De nos jours, nombreuses sont les personnes qui sont convaincues que le développement d'un pays, surtout sous-développé comme le Mali, passe inévitablement par le développement de l'agriculture. Doté d'un vaste territoire, des millions de terres cultivables et d'un climat propice, le Mali se définit comme un pays à vocation agro-pastorale qui ne reste qu'à rechercher les moyens pour lancer une révolution agricole. Et c'est ce qu'a compris cet ancien haut fonctionnaire des Nations Unies. Pour cet agroéconomiste de formation, aujourd'hui, il estime que le potentiel agricole du Mali est énorme et qu'il faut en profiter. Il nous explique les motivations de ses ambitions. La réelle motivation, c'est de prendre notre revanche sur ce que nous avons fait au cours des 40 dernières années. Et dans la mesure où nous avons reçu une formation de doctorat en agroéconomie et que nous avons travaillé au niveau national, au niveau régional et au niveau international, surtout au niveau des Nations Unies, pour faire de l'Afrique une puissance agricole, puisque l'Afrique a plus de terres agricoles que n'importe quelle autre région du monde, et que nous n'avons pas réussi à avoir des résultats positifs. J'ai pensé qu'à la retraite, avec ma pension des Nations Unies, surtout un tiers de ma pension des Nations Unies, qu'on pouvait venir sur les 4 hectares qu'on avait acquis en 1976 pour savoir si effectivement la faute était au niveau de celui qui donnait les conseils ou de celui qui appliquait les conseils. Et je peux vous garantir que quelques mois après, nous avons pu démontrer qu'effectivement le potentiel des terres agricoles africaines permet aujourd'hui de faire des Africains des gens riches de leur richesse naturelle. C'est cette volonté inébranlable d'aider son pays qui l'a poussé à créer cette ferme agricole très moderne de 4 hectares. Comme si cela était insuffisant, la ferme joue une double fonction. La première consiste à tirer profit des fruits de la terre tout en générant des ressources financières. Et la deuxième, la plus importante, consiste à faire de cet espace un véritable creuset de savoir-faire et de comment faire, j'allais dire, un centre de formation agricole. Pour beaucoup de gens, quand on parle d'un champ ou d'une ferme, c'est que de la production. Alors qu'un champ est composé de plusieurs façons. Il faut qu'il y ait toujours un espace pour les êtres humains. Donc nous, on a un champ de 4 hectares. On a à peu près un demi-hectare qu'on a laissé pour nos bureaux, donc là où on fait nos réunions, nos conférences et on stocke les matériaux précieux. Et surtout aussi un endroit relativement bien aménagé pour les travailleurs qui sont là à temps plein. Donc ils ont accès à de l'eau courante, ils ont leur propre douche, ils ont accès aux panneaux solaires, leurs téléphones sont chargés pour regarder la télé. Donc ça c'est comme on a décidé d'aménager la moitié d'un hectare pour nos travailleurs. Un truc très important aussi, si on veut avoir un champ relativement compétitif et durable, il faut des animaux. Il faut des animaux parce qu'ils produisent de la fumure organique. Il y a beaucoup de déchets aussi avec lesquels on peut nourrir les animaux, donc ça crée un cercle vertueux. Donc on a une bergerie relativement grande qui peut prendre jusqu'à 100 moutons et une trentaine, quarantaine de vaches ou de bœufs. Et là, on vient juste de se lancer dans la construction d'un poulailler de 220 mètres carrés qui nous permet d'accommoder jusqu'à 2000 poulets, 2000 poulets de chair. Donc voilà comment on a décidé d'aménager ce champ. On a un demi-hectare pour les animaux, un demi-hectare pour les êtres humains, 1 hectare dehors pour la production en plein air. Donc surtout pendant la saison des pluies, souvent c'est plus facile de cultiver en plein air qu'à l'intérieur de nos 2 hectares de serre, là où vraiment on a beaucoup investi dans une technologie qu'on appelle le net house, qui est très courante en Israël et dans les pays
chauds au Maghreb et au Moyen-Orient. Donc, il nous permet de cultiver à tout moment de l'année en créant un microclimat. Donc, nos tomates qui sortent de là-bas ont souvent un rendement de 60 tonnes à l'hectare avec une qualité relativement bonne où on n'est pas obligé d'utiliser des pesticides et des fongicides tout le temps pour que le comportement végétatif soit satisfaisant. Et justement, c'est dans un souci de mieux gérer la ferme qu'elle fut transformée en entreprise avec des normes répondant aux critères managériels d'une société anonyme à responsabilité limitée SARL type familial. Ainsi, elle est entièrement dirigée par ses enfants dont M. Niang lui-même assure le rôle de conseiller et sa femme celui de superviseur général. Nous avons une famille de 6 garçons et 2 filles, donc plus mon épouse. Et nous avons un co-entrepreneuriat basé sur les mêmes principes que nous sommes en train d'évoquer pour les autres. C'est-à-dire un co-entrepreneuriat qui est basé sur un système de bonne gouvernance, une bonne gouvernance sociale et culturelle, une bonne gouvernance économique et d'entreprise, une bonne gouvernance régionale et globale, mais surtout une gouvernance administrative et politique au sein de la famille. Chaque fois que je viens dans ce champ, je suis heureuse, je suis contente. Je vois que ce qu'on a inculqué aux enfants, l'amour du pays, ça a servi à quelque chose. Ces enfants-là qui ne sont pas nés ici, qui n'ont pas grandi ici, ont l'amour de leur pays, n'ont pas voulu rester à l'extérieur pour travailler. Donc chaque fois que je viens dans ce champ, je suis animée d'un sentiment de fierté, d'amour et de reconnaissance envers Dieu. Tamanroi Business Farming, non commercial de la ferme, est une compagnie innovatrice dans le domaine de l'agroalimentaire. Basée à Bamako, elle met en exergue la combinaison des méthodes de gestion occidentale à celle du Djatigea, un terme malien qui signifie hospitalité, responsabilité et service à la clientèle. La ferme est spécialisée dans l'agriculture de précision qui combine à la fois une troïka de l'énergie solaire, l'irrigation à goutte et des technologies maison afin d'établir une ferme écologique à haut rendement qui est considérée comme un modèle pour les pays en développement. Nous, notre agriculture de précision se situe surtout au niveau de l'utilisation de l'eau. Donc, comme on utilise des goutteurs extrêmement précis qui libèrent 2 litres par eau tous les 40 cm, ça nous permet d'irriguer de la manière la plus efficiente possible, la plus effective possible. Donc avec très peu d'eau, on peut irriguer de très grandes surfaces et de manière très calculée. Donc chaque heure, on va libérer 2 litres d'eau. Il y a des jours où des plantes ont besoin de 6 litres par jour, d'autres de 4. Donc avec ces mini-vannettes qu'on a, on peut diriger toutes nos vannes, les contrôler à la gaine près. On a des centaines de gaines sur ce champ. Donc en fonction de l'évolution de la plante, en fonction de la plante, en fonction du jour, s'il y a eu beaucoup de soleil ou pas, si on a irrigué la veille ou pas, on peut contrôler l'apport en eau. Et ça, c'est un des critères les plus importants pour le champ. Et ces gaines aussi peuvent être contrôlées par un système informatique qu'on a acheté d'Israël, qui nous permet de dire, même si moi je ne viens pas au champ, personne n'est au champ, à 11 h, on peut appuyer sur un bouton et boum. Ça va commencer à arroser pendant 30 minutes, 1 heure, sans aucun être humain. L'une des missions de Tamanroi Business Farming est de s'engager à fournir des produits agricoles de haute qualité et des services à un prix raisonnable. Un engagement qui comble le fossé technologique et marketing dans le secteur de l'agriculture ouest-africain en général et au Mali en particulier. En tant qu'entreprise innovatrice, elle adhère à une philosophie qui valorise l'éthique dans les relations d'affaires avec ses clients, ses employés et même la communauté. Il y a 2 choses. On va prendre le côté éthique puis le côté business. Sur un point de vue éthique, l'éducation qu'on a reçue, la tradition qu'on a, qui est une tradition malienne, souvent musulmane aussi, ne nous permet pas de vendre un produit qu'on sait qui n'est pas de qualité, alors que la personne paye le prix. Ou de vendre un produit qui n'a pas le poids requis et dire c'est le poids requis et facturer la personne plein pot. Donc tous nos revendeurs savent que quand on va vous livrer, on ne va pas diminuer la qualité du produit, on ne va pas diminuer la quantité. Donc on passe plus de 30 minutes à peser, à regarder si le fond du panier est bon ou mauvais. On livre, on nous paye et on part. Et à chaque fois qu'ils essaient de contrôler la pesée, ça se trouve qu'on a mis un peu plus qu'on avait promis de mettre dedans. Donc on ne diminue pas, on ajoute et c'est la qualité comme toujours. Ça c'est le côté éthique. Côté business, nous on veut créer un label, un gage de qualité. Vous achetez chez nous, vous savez ce que vous achetez. Si on arrive à faire cela maintenant, on fidélise notre clientèle. En fidélisant notre clientèle, ça nous permet d'être une compagnie qui va durer 100 ans. Donc on a mis l'éthique et le business ensemble. Ça nous fait nous sentir à l'aise quand on se couche le soir, mais surtout quand on pense à l'avenir,
qu'on va vraiment s'en sortir parce qu'on va créer un label de qualité avec des clients qui sont fidèles à ce qu'on leur offre à chaque fois. De par cette ambition, la ferme entend se positionner comme une marque leader en ce qui concerne les produits de première qualité et des services qui tiennent compte à la fois de l'écologie et du développement durable. À travers une agriculture de précision et des techniques modernes post-transformationnelles, la ferme crée une valeur ajoutée. En clair, les méthodes utilisées dans cette ferme se servent à la fois de la nature comme par exemple le soleil et de la main-d'œuvre disponible pour développer une technique très originale. La ferme Tamara n'est pour le moment pas totalement bio, c'est notre aspiration. Donc on utilise un peu d'engrais chimiques, à peu près 25% de la dose requise, et énormément d'engrais naturels. Donc depuis qu'on s'est mis à l'élevage et à l'agriculture, on a énormément de fientes de volailles ou de bousses de vache qui nous permettent de fertiliser nos sols et de réduire drastiquement notre dépendance sur les engrais chimiques. Maintenant, pour l'énergie, normalement on aurait dû brûler du carburant pour irriguer notre champ ou pour pomper de l'eau. Dieu merci, depuis 4 ans maintenant, on n'a pas brûlé un seul litre de gasoil ici. On n'a pas émis un seul gramme de gaz carbonique pour trouver de l'eau. Donc, c'est une bonne chose. Le soleil est abondant au Mali. Ce mois-ci, cette saison, on a eu des 42 degrés. Toute la saison, on a eu des châteaux remplis toute la saison. Donc, ce n'est pas qu'un choix écologique, c'est un choix économique aussi qui est adapté aux réalités maliennes, pour ne pas dire sahélo-sahariennes. C'est abondant, c'est moins cher, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le porte-monnaie. Les principales activités menées sur cet espace de 4 hectares sont les suivantes. La culture de la papaye et les légumes de saison et fruits, avec un système de rotation qui permet à la ferme d'approvisionner le marché tout au long de l'année. L'élevage de moutons, de chèvres et des bovins constitue l'un des axes majeurs de cette entreprise familiale. L'un des piliers majeurs de la ferme, c'est l'élevage de la volaille avec un objectif d'atteindre 8000 poulets de chair à long terme. Selon M. Niang, cette activité constituera le levier économique de la ferme, car avec une première expérience qui a permis de produire 1500 poulets de chair en 45 jours, Tamaro Business Famine entend le moderniser en vue d'être plus compétitif sur le marché. Ici, c'est une ferme agro-pastorale qui intègre les animaux, les hommes, mais les plantes. Mais la particularité de la volaille, c'est qu'elle est rapide et elle est profitable, elle est économique, elle est financièrement viable. Donc notre objectif, après la tentative de chercher de l'argent public pour former les gens, nous voulons trouver une alternative à travers la volaille. Dès que nous atteignons 8000 têtes de poussins pour la chair, nous allons passer aux pondeuses. Et l'argent qui va être généré de ça nous permettra d'être chaque année de prendre un certain nombre de personnes pour les former à l'entrepreneuriat agricole, pour les former à l'employabilité agricole. Mais cette fois-ci, l'argent sera généré à travers la Fondation Niang Abdoulaye et dans son volet volaille. Donc la volaille devait être introduite, mais elle va jouer un rôle capital parce qu'elle nous permettra d'avoir cette autonomie financière que pour la formation d'autres personnes et pour avoir autant de fermes pareilles ailleurs. Parce que si vous avez une ferme de 4 hectares de cette nature-là, c'est possible qu'une douzaine de personnes puissent vivre très honnêtement, mais aussi être au moins dans leur classement de richesse. Tamaro Business Famine consacre 1 hectare de terre agricole à la culture maraîchère. Les légumes sont cultivés sous plasticulture et une partie sous net house, irrigués par un système informatique goutte à goutte alimenté par l'énergie solaire. Ainsi, pour démontrer qu'avec la technologie on peut développer de façon efficace l'agriculture, la ferme a installé un système de contrôleur automatique qui consiste à réguler la pression de l'eau admise pour chaque plante. À cela s'ajoute une programmation automatique d'irrigation de 30 secondes à 30 jours selon son choix, avec des options pour la fertilisation du sol en engrais. Ça, c'est vraiment une bonne innovation. C'est un tank de 120 litres qui nous permet de mettre des engrais solubles à l'intérieur, c'est-à-dire des engrais qui se dissouent avec l'eau. C'est ça qui nous permet en gros d'économiser 75% d'engrais. On met des petites quantités dedans,
Dans ce ballon, ça secoue et ça les envoie directement dans le tuyau au bord de chaque plante, quoi. Goutte par goutte, goutte par goutte. Donc à ce stade, on économise de l'engrais, on économise de la main-d'œuvre et surtout, ça permet à la plante de se nourrir un peu tous les jours. Selon la saison, Tamarawa Business Farming cultive des carottes, des aubergines, du gombo, de l'oignon, des pommes de terre, des tomates et autres légumes locaux. Elle cultive également des fruits de saison, melons, pastèques et des fraises dans des conditions idéales. À cela s'ajoute une bonne distribution sur le marché. Une chaîne gérée par l'une des filles de M. Nyang qui, bien que diplômée en traduction, a préféré la terre au bureau. Car selon un adage familier, la terre ne ment pas. C'est moi qui aide avec la livraison, le marketing, la communication de nos produits. Donc souvent, je viens récolter 2 ou 3 fois par semaine et je vends ça aux particuliers et aussi sur le marché. Je livre beaucoup dans les restaurants et on cherche des contrats avec des hôtels bientôt. Et souvent, surtout les particuliers dans les sociétés, surtout dans la CI 2000. Et après ça, les produits qu'on n'arrive pas à vendre aussi, on peut vendre ça sur le marché. 2 hectares de terres agricoles consacrés à la culture de papaye solo dans des conditions environnementales idéales. Les plantes sont cultivées sous une structure net house qui fournit 25% d'ombre en plus et réduit le stress environnemental sur le fruit. Les papayers sont irrigués par un système de goutte à goutte, piloté, automatisé et alimenté à l'énergie solaire. Cet environnement sans stress permet à la papaye de mûrir avec un maximum de douceur et de rendement. On a choisi la variété solo, mais une variété améliorée. Donc, on a adopté une technique 100% bio. On n'a utilisé aucun engrais chimique, par contre, pour la papaye. Donc on a pu avoir des pieds qui nous ont produit 80 à 100 fruits tous les 12 mois. On les a gardés 3 ans. Donc on a commencé avec une pépinière qu'on a fait sous une protection de filet. Au bout de 45-60 jours, on les a transplantés. 20 kg de fumier par trou, fermé, et on arrose. Non seulement on arrose par le goutte à goutte, qui est très efficace, très efficient, mais aussi on arrose. Donc on s'est rendu compte que nos papayes aimaient qu'on les lave assez souvent, donc ça enlève les araignées rouges, les mouches blanches et tout genre d'insectes de manière mécanique. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas utilisé de produits chimiques. Mécaniquement, on enlevait les insectes. C'est comme si on les tapait dessus plutôt que de mettre un produit pour les tuer. Ça a permis de bien produire. Chaque année aussi, quand on a le temps, en dessous des papayes, on fait du melon ou de la pastèque. Ça permet d'occuper l'espace, comme ça on ne va pas biner, on ne va pas utiliser d'herbicides. Et en même temps, on peut avoir un peu de melon, un peu de pastèque. Tamarawa Business Farming reproduit et élève des moutons balami provenant du Tchad, des chèvres rousses de Maradi du Niger, ovins, bovins et caprins locaux et importés. Les animaux sont bien entretenus et nourris avec une combinaison d'aliments naturels et enrichis, produits et transformés à la ferme. Ils sont équipés de tags FID qui permet de suivre et conserver des informations détaillées et historiques sur leur bien-être. Ici, c'est notre bergerie, où on l'a divisé en 2 également, donc c'est relativement grand, un peu plus de 300 mètres carrés, où on a des chèvres, des moutons, un peu en quantité limitée maintenant. On a des moutons tchadiens, des chèvres de Maradi du Niger, qui sont réputés pour leur peau. C'est là où on met nos petits veaux, une fois qu'ils sont sevrés, pour qu'ils puissent prendre du poids, grandir, et au moment venu pour les vendre. Mais la vraie utilité de la bergerie pour nous, c'est à ce niveau. C'est nos vaches laitières. On est en train de monter en puissance. On est à 30 litres par jour maintenant. On espère arriver à 50-60 dans quelques mois à venir. Donc, relativement à l'aise, relativement confortable. Chacun a son mangeoire, chacun a son espace. Il s'avère être que chaque vache a un nom spécifique aussi. Donc, on avait fait l'investissement de pouvoir avoir des boucles d'oreilles numériques pour pouvoir enregistrer les données des vaches, date de naissance, quand ils ont été piqués, quand ils sont arrivés, s'ils ont été malades, et ainsi de suite. On a un système relativement complexe qu'on n'a pas déployé pour le moment, parce qu'on essaie de trouver le meilleur moyen. Mais on peut dire qu'au Mali, si tu produis du lait en général, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Selon le nouveau rapport de la Banque mondiale, les agriculteurs et le secteur agroalimentaire africain pourraient générer un marché de 1000 milliards de dollars à l'horizon 2030 si seulement ils parvenaient à élargir leur accès à des fonds supplémentaires, à l'électricité, à une meilleure technologie et à des terres irriguées en vue d'y cultiver des aliments à haute valeur nutritionnelle et sous réserve que les gouvernements africains puissent travailler plus étroitement avec les exploitants agricoles afin de nourrir une population urbaine croissante de plus en plus. Une vision nettement partagée par cet ancien ministre malien
qui a eu à diriger l'une des plus grandes structures agricoles de son pays, à savoir l'Office du Niger. Pour lui, des fermes de ce type ont le mérite d'être répandues et soutenues. Il y va de la survie de la nation malienne. Je crois au potentiel du Mali. On a d'énormes potentiels agricoles. Et d'autre part aussi, nous n'avons pas le choix, il faut qu'on développe l'agriculture. Aucun pays ne nous nourrira. Ça, il ne faut pas se leurrer. Ce sont les Maliens qui doivent nourrir le Mali. Nous avons la terre, nous avons l'eau et nous avons les ressources humaines. Mais il y a quelque part quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à trouver la voie. Aujourd'hui, nous visitons une ferme pilote, mais qui ne donne pas d'idée ni aux gouvernants, ni aux gouvernés. Ce qui est vraiment dommage. Donc, moi, ce qui me motive, c'est que je crois que nous avons ce qu'il faut au Mali pour être une vraie puissance agricole. Mais parce que depuis avant la colonisation, on dit que le Mali le Soudan avait toutes les dispositions pour nourrir l'Afrique de l'Ouest. À l'indépendance, nos vœux, dans tous nos documents, on disait, oui, l'un des objectifs, c'était de produire pour pouvoir nourrir l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui encore, 50 ans après l'indépendance, nous continuons à le dire. Est-ce que quelque part nous sommes conséquents? Pour arriver à une autosuffisance alimentaire au Mali, ce fonctionnaire à la retraite pense qu'il faut un État responsable, comptable et capable de financer son propre développement économique et humain. Il appelle également le peuple malien à retrouver ses valeurs ancestrales, culturelles et sociétales qui se résument en 3 principes: travail, connaissance et droiture. Car selon une association dénommée Djogoni Maya, créée à cet effet, ces principes participent à l'émergence d'une nouvelle race de leaders et de la co-entreprise pour la création des richesses. Les événements de 91 ont donné naissance à une nouvelle race de leaders dont la seule ambition était de devenir politiquement et économiquement incontournable. Alors tout le monde sait ce que ça veut dire et tous les moyens ont été mis en place pour atteindre ces objectifs, qui sont passés par la destruction de notre tissu social, la destruction de nos valeurs sociales et la liquidation du Mali. Alors si nous voulons, je le dis et je le redis, le Mali d'aujourd'hui est le fruit des gens de ma génération. Nous en sommes responsables. Peut-être tout le monde n'est pas coupable, mais nous en sommes responsables. Et nous avons le devoir de le reconnaître et de prendre les dispositions pour pouvoir donner quelque chose à ceux qui nous suivent. Et nous ne pouvons le faire qu'en retournant à nos valeurs sociétales, qui sont aujourd'hui des valeurs universelles. Quand vous parlez d'intégrité, de droiture, quand vous parlez, nos ancêtres ont dit Kodon, Bara, Anitlenea, travailler avec savoir, travailler avec persévérance, travailler avec droiture. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus noble que ça? Sous l'effet conjugué de la croissance démographique, de la hausse des revenus et de l'urbanisation, une forte demande oriente à la hausse les prix mondiaux des aliments et des produits agricoles. Les problèmes liés à l'approvisionnement ralentissant la progression du rendement des principales cultures vivrières, le fléchissement des dépenses de recherche, les défis posés par la dégradation des terres et la rareté de l'eau ainsi que le changement climatique signifient que tous les prix se maintiendront à un niveau élevé. Dans un tel contexte, l'Afrique dispose d'un potentiel considérable pour développer ses exportations alimentaires et agricoles. Ce qui fait dire à cet ancien banquier que le Mali, de par son génie créateur et sa volonté, peut surmonter ces différents obstacles et garantir une autosuffisance. Car pour lui, il est inacceptable que le Mali continue d'importer des produits alimentaires alors que le pays dispose d'un important potentiel agricole sous-exploité. Nous essayons de montrer
d'abord à nos enfants et ensuite aux jeunes que pour que le Mali puisse aller de l'avant, il faut que les jeunes s'investissent dans l'agro-pastoral. Il faut que les Maliens apprennent à se regrouper. Ça fait une vingtaine d'années, je me pose la question, pourquoi nous, Maliens, nous ne nous projetons pas? J'ai dit, est-ce endémique, est-ce culturel, est-ce religieux? Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver de réponse. En tout cas, les réponses qu'on m'a données ne m'ont pas encore donné satisfaction. Je dis, il faut que nous nous projetons pour que nous disions, d'ici 5 ans, 20 ans, quelle va être l'évolution d'abord du monde, quelle va être l'évolution de l'Afrique et quelle va être l'évolution du Mali. Si nous n'arrivons pas à cerner ça, ça veut dire que nous naviguons dans le vide. C'est ça mon inquiétude. Eu égard à ces objectifs affichés, la direction de la société Tamaroa Business Famine accepte de mettre son expérience accumulée à la disposition des jeunes sortant des écoles agro-pastorales des facilités de formation et d'incubation qui s'articulent uniquement que sur la pratique. Tout cela dans un environnement de savoir-faire qui respecte les valeurs sociétales et culturelles universellement acceptées, travailler avec connaissance, travailler avec persévérance et travailler avec droiture. Une opportunité que le directeur national de l'emploi n'entend pas laisser dormir dans les tiroirs, d'autant que le problème de l'employabilité des jeunes se pose avec beaucoup d'acuité dans le pays. Il y a deux choses qui ont retenu mon attention par rapport à mon domaine d'intervention qui est l'emploi et la formation professionnelle. Il s'agit des possibilités de renforcement de l'employabilité des jeunes, principalement des jeunes, mais même au-delà des jeunes, l'employabilité en matière agricole de façon générale, mais également les possibilités de création d'entreprises dans le domaine agricole. Et le Mandé, je crois, s'y prête. Et le maire l'a dit aujourd'hui, il a de la terre pour tout le monde, on peut venir. Et que cette possibilité existe pour les jeunes et pour les moins jeunes. Et de l'avis de ces jeunes qui travaillent dans cette ferme, cet espace constitue pour eux un véritable trésor de connaissances et de pratiques agricoles modernes et révolutionnaires. Les connaissances acquises dans cette ferme confirment, si besoin en était, que nos dirigeants ont le devoir de donner à nos pays plus de possibilités à beaucoup d'apprentissage des techniques modernes de l'agriculture. Plus le monde se modernise, plus la technologie devient simplifiée. Donc oui, il y en a des systèmes d'irrigation, un système solaire, un système d'ordinateur pour irriguer nos plantes qui est très moderne, mais n'importe qui, avec un peu d'expérience pratique, peut l'exécuter dessus. C'est aussi simple que ça. C'est comme nos iPhone ou nos Samsung Galaxy S. Ils sont extrêmement modernes, mais ils sont bien plus simples à utiliser que nos vieux Nokia qu'on avait dans les années 90 où il fallait lire le manuel pour savoir comment l'éteindre. Donc, pour nous, on arrive à faire ça avec une main-d'œuvre qui est jeune, qui a envie d'apprendre et qui aussi, on les accompagne au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on fait pour réconcilier. De toute façon, avoir toute la technologie moderne au monde, si on n'a pas les hommes derrière qui y croient, des jeunes qui y croient derrière, ça ne sert à rien. Donc pour nous, les hommes sont plus importants que la technologie. Selon l'imagerie populaire de la profession agricole dans nos pays, elle serait réservée uniquement aux personnes pauvres ou des personnes de peu de considération. Une pensée très vite mise en cause par la famille Nyang, qui par son expérience démontre que tout le monde peut devenir riche à condition que chacun s'y mette de manière résolue et engagée. Et à la question de savoir si les fils de M. Nyang s'intéressent à l'agriculture pour raison d'emploi, bien qu'il soit diplômé des écoles occidentales, un des fils nous répond sans embâche et avec conviction. Le choix que nous avons fait, nous tous, de venir dans cela est un investissement. Pour nous, c'est l'investissement le plus prometteur de l'avenir. Pour deux choses. Un, sur un point de vue financier. Un pays comme le Mali, les secteurs qui vont avoir la plus grosse croissance une fois qu'on arrive à trouver le modèle de développement, ça va être l'agriculture. Donc c'est prometteur pour moi. Je suis jeune, nous sommes tous jeunes parmi les enfants. Si on se lance dans ça, on est sûr qu'on ne va pas chômer parce que les connaissances qu'on va acquérir avant la majorité des gens nous donnera cette avance. Donc on sera prêt, on sera fin prêt quand le Mali sera super dynamique du côté de l'agriculture. Donc l'agriculture, ce n'est pas que la production de nourriture. Il y aura la nourriture, il y aura les carburants, donc les biocarburants. On va commencer à produire du papier, des médicaments. On va commencer à tout produire à partir de l'agriculture. Donc ça va venir
une des plus grandes industries en Afrique, pour ne pas dire qu'au Mali. Ensuite, sur un point de vue social, communautaire, quelle est la meilleure façon de servir son pays si ce n'est pas l'agriculture? Ça fait quand vous prenez tous les jeunes ou tous les gens compétents qui ne veulent rien avoir avec ceux dont 80-90% des Maliens vivent, c'est-à-dire on veut vivre dans notre bulle à nous, de pacha ou d'élite, ou de gens qui ont eu la chance. On prend n'importe quel boulot. Mais quand on se lance dans l'agriculture, c'est-à-dire c'est un métier populaire, c'est un métier de masse, on nourrit des gens. Plus on arrive à produire, plus on diminuera les coûts de l'aliment, plus les Maliens vont manger à leur faim. Comme toute entreprise dans le monde, Tamarawa Business Famine a été confronté à des difficultés dans sa mise en œuvre. À cela, M. Nyang nous raconte une anecdote. L'histoire de la ferme, partout où vous passez, vous pouvez raconter un peu d'histoire. Pourquoi? Parce que simplement quand on est arrivé, on voulait faire de l'irrigation sur la base de l'énergie solaire. Et nous avons fait le tour des grandes sociétés solaires à Bamako. Et on leur disait qu'on veut tant de litres par jour. Ils disaient que ce n'était pas possible. Que ça, le nombre de panneaux, les installations, ça va être impossible. Mais on avait fait déjà 2 forages. Et finalement, on est allé à Dubaï, on a rencontré des spécialistes. Ils nous ont dit oui, mais amenez-nous plus d'informations. On a été obligé de faire un deuxième tour à Dubaï. Mais au finish, on a dit d'accord, on va acheter vos équipements solaires. Vous verrez 42 panneaux qui bougent avec le soleil, on les verra tout de suite là. Mais il y a 16 autres panneaux qui sont là, qui sont sur notre forage. Et aujourd'hui, on produit entre 60, 80, 100 000 litres d'eau sans le groupe électrogène qui nous a coûté plus de 5 millions de francs CFA. Parce qu'on pensait que si jamais le solaire ne marchait pas, il fallait qu'on ait recours au groupe. Mais aujourd'hui, le groupe est garé ici depuis 2009. On n'a jamais mis de carburant là-dedans. On n'a jamais fait marcher. Le solaire marche effectivement bien. Et même à l'heure actuelle où le soleil est en train de baisser, parce que nos panneaux se déplacent avec les rayons soleil, on continue toujours à pomper de l'eau. Donc les 4 hectares sont irrigués avec les 2 forages, avec les 2 champs de panneaux solaires, sans problème du tout. Donc il y a de l'eau souterraine, il y a le soleil qui est en haut. Si vous les mettez ensemble, vous serez sur la terre suffisamment de produits de qualité, parce que c'est de l'eau propre, c'est de l'eau minéralisée pratiquement que vous donnez à vos plantes et que vous donnez à vos animaux. Selon une pensée populaire, les paysans font toujours les bons gestes et la manière de faire des agriculteurs nous sert de beau miroir. C'est le cas atypique de la ferme de la famille Nyang qui contribue à la promotion d'une agriculture forte et émergente en Afrique en général et au Mali en particulier. C'est sur ces mots de conviction que s'achève notre 3e numéro de l'émission Sur le champ. Merci de nous avoir suivis sur la télévision panafricaine Africa Télévision qui donne la voix aux initiatives agricoles.